Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. Rendez-vous d'interview aujourd'hui, comme je le fais régulièrement, alors avec des gens que vous connaissez. Enfin non, l'un d'entre eux, il parle moins souvent. Peut-être aussi parce que personne ne l'invite. Et donc c'est pour ça que je suis ravi que le directeur général de l'URSSAF... On peut se permettre la plaisanterie parce que j'ai décidé d'être gentil avec lui, donc je ne le ferai pas avec lui, mais quand vous avez un doute pour écrire URSSAF, vous pensez à l'URSS et puis ça marche toujours. Voilà, ça fait rire Bruno Grandjean qui sera mon premier invité, voix industrielle évidemment que vous connaissez. On voulait faire le point un petit peu là-dessus. Bon, là on va être très sérieux parce que très clairement c'est une nouvelle vague de délocalisation que craignent beaucoup d'experts de l'industrie, notamment à cause de l'énergie, mais pas seulement. Donc on va parler de ça avec Bruno. Et puis au milieu, le commerce, là aussi Vincent Maillet, le patron d'Havas Commerce qui vient nous voir très régulièrement avec les études d'Havas dans le monde. Tiens, je vous donne un chiffre, celui qui m'a le plus scotché. 95% des retailers chinois pensent que le métaverse et les cryptos sont un game changer majeur. On parle du retail, hein, mesdames, messieurs, hein, sont un game changer majeur pour leur activité. 40% des retailers français pensent que c'est un effet de mode. Ah, il y a peut-être un bug là. Allez, on va parler de tout ça, c'est Bismart, c'est parti. Bruno Grandjean, donc président du directoire de Redex, est avec nous. Salut Bruno. Stéphane. Grande voix aussi, défenseur de l'industrie. Suivez Bruno sur Twitter. Bah tiens, on va... non, tout à l'heure, on enverra un de tes tweets. Un petit peu désabusé ces derniers temps, Bruno. Est-ce que je me trompe? Oui, parce que je le sens dans ce que tu écris, dans ce que tu envoies. On sous-estime ce qui se passe actuellement. On a l'impression que le monde entier est touché par une crise énergétique. Or, c'est une crise énergétique européenne. Et donc, l'industrie étant par nature en compétition avec les Asiatiques, avec les Américains, eh bien, on a un risque de déclassement, de décrochage. J'étais à Düsseldorf sur un gros salon et on se rend compte que les Européens ne croient plus en l'Europe. Donc un vrai problème. Ça veut dire comment est-ce que tu matérialises ce que tu viens de dire là, les Ça veut Européens dire concrètement, j'étais à Düsseldorf au salon de l'aluminium. Donc c'est un de nos métiers. Et l'aluminium, il faut savoir que on dit souvent que c'est de l'électricité solide. On utilise énormément d'électricité pour faire de l'aluminium. Eh bien, la plupart des grandes sociétés aujourd'hui se disent que leur avenir, c'est d'investir en Amérique ou en Asie, voire au Moyen-Orient, où l'énergie est à un coût réduit, et les moyens ou petits industriels, eux, ne voient pas de voie de sortie. Ils pensent qu'ils vont être laminés, sans faire de jeu de mots, et qu'ils vont se retrouver en très grande difficulté. Donc il y a vraiment un changement de modèle, et une partie de l'industrie, tous les électro-intensifs aujourd'hui essayent de sortir de l'Europe, trouver un modèle qui leur permette de faire face à cette crise de l'énergie. La moitié des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, toute la partie primaire, la partie où on transforme de la bauxite en aluminium, elle est à l'arrêt parce que ce n'est pas rentable. Certains m'ont dit que c'était plus rentable pour eux de vendre leur électricité, puisqu'ils ont des contrats, ils ont de l'approvisionnement d'électricité, ils le revendent sur le marché et tout le monde reste à la maison payé à ne rien faire. C'est plus rentable que de produire. C'est quand même le monde à l'envers. Parce que dans ces cas-là, ils le revendent à 500, 600, 700 euros le mégawattheure. Exactement. Et ils mettent tout le monde en chômage partiel. J'ai lu, le chiffre était crédible, mais il est très impressionnant. Le différentiel énergétique dans les 2 ans à venir entre l'Europe et les États-Unis, c'est x7. Ah oui, l'énergie est 7 fois plus chère, l'électricité 7 fois plus chère. C'est bien ça qu'il faut comprendre et c'est propre à l'Europe. Ce n'est pas le cas au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Donc ça veut dire quoi, Bruno? Ça veut dire que c'est la dépense publique qui doit compenser? Non. Toi qui es pourtant grand combattant de la dépense publique. Alors il peut y avoir peut-être une réflexion sur ce sujet, mais le principal sujet aujourd'hui c'est de démarrer Flamanville. Le principal sujet aujourd'hui c'est de booster Total pour relancer de la prospection, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement. C'est ça le grand sujet, c'est un défi industriel finalement. Le même que dans les années 70 avec la crise énergétique, mais à l'époque c'était un problème mondial. Aujourd'hui c'est un problème européen. Et donc il faut remettre des industriels et trouver des sources d'énergie alternatives. Oui, mais là, tu as un sujet là maintenant. Alors il y a effectivement un sujet dans les deux, parce que cette crise énergétique, ok, elle est européenne. Et pourquoi est-ce qu'elle est européenne? Parce qu'elle est liée à la guerre en Ukraine et au gaz russe. Cet hiver sera difficile, l'hiver prochain encore pire. On n'en parle pas assez, mais l'hiver prochain sans doute encore pire. Après, c'est derrière nous.
quoi qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine, les voies de substitution auront été trouvées, Bruno. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans difficiles et pourquoi pas faire appel à de la dette. Là, je me fais un petit peu mal, mais c'est vrai que ce qui part ne reviendra pas. Les savoir-faire seront perdus, on aura détruit du capital, on n'aura plus les machines, les équipements. Donc il y a sans doute 2-3 ans, et d'ailleurs c'est ce que fait l'Allemagne en injectant les 200 milliards. Ce n'est pas que pour le privé, c'est aussi, ce n'est pas que pour les particuliers, c'est aussi pour les entreprises. Avoir une période de transition dans laquelle on utilise de la dette à bon escient. Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne peut le faire? Parce que justement, quand ça allait bien, ils ont réduit leur déficit pour avoir une capacité d'endettement pour passer les périodes difficiles. Ils ont fait beaucoup de bêtises du point de vue énergétique, mais au moins ils ont cette capacité à s'endetter pour traverser les crises qu'on n'a plus en France. Et c'est là qu'on est dans une situation très particulière, très difficile. D'autant plus difficile qu'on va se retrouver alors, on a parlé de ce qui peut se passer avec les États-Unis. Les Chinois ont d'autres problèmes, on va peut-être les laisser de côté, mais en tout cas avec les États-Unis, c'est sûr. Tiens, autre chiffre que j'ai appris aujourd'hui, dollar fort, on dit dollar fort, 80% des importations américaines se font en dollars. C'est-à-dire, leur puissance est telle qu'en fait, ils arrivent à importer dans leur propre monnaie. Il faut se rendre compte de ça quand même. Mais là, il va y avoir distorsion de concurrence au cœur de l'Europe, là, Bruno. Ces 200 milliards, ils sont pour les Allemands. On ne va pas rentrer dans les détails sur ce qui ne marche pas sur la refonte du marché énergétique, mais ce sont les Allemands qui bloquent, parce qu'ils ne veulent pas subventionner l'électricité européenne, on va dire comme ça. Les Allemands sont le bon élève de la classe européenne. Ils ont fait ce qu'il fallait en période favorable pour faire des économies, de manière à avoir cette capacité d'endettement dans les périodes difficiles. Moi, je les comprends. Je les comprends. La France s'est toujours endettée. Quand ça va mal, on s'endette parce que ça va mal. Et quand ça va bien, on ne voit pas l'intérêt de se désendetter puisque ça va bien. Donc, on est dans un système à cliquet du toujours plus dont on n'est jamais sorti. Et finalement, on le paye aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut trouver sans doute des voies de substitution. Moi, je pense que la durée du travail est un vrai sujet. C'est pour ça que la réforme des retraites est impérative, d'ailleurs. Il n'y a pas que la réforme des retraites. Il faut dire la vérité aux Français. C'est une période qui réclame des efforts. Et là, on peut s'en sortir, mais si on continue à faire l'autruche, je pense qu'on va dans le mur, et rejeter la faute sur l'Allemagne me semble un petit peu léger, un petit peu irresponsable. Alors, tu n'as peut-être pas le temps, parce que... juste un mot quand même sur ton activité, parce que c'est le paradoxe de... Redex va bien. Oui, alors, nous on n'est pas électro-intensif. On utilise quand même pas mal d'énergie, ça va rogner en grande partie sur nos marges, et il y a un vrai sujet, mais nous on vend finalement du cerveau, on vend du bureau d'études, on vend, et là il n'y a pas d'effet de la crise énergétique. On est positionné sur des domaines qui fonctionnent bien, c'est-à-dire le travail des métaux. Or, toute l'industrie automobile aujourd'hui bascule vers l'électrique. L'électrique, c'est du métal, finalement, du cuivre, du lithium, de l'aluminium qui remplace le pétrole. Donc pour nous, c'est une période fabuleuse, mais par contre, on voit bien que ça ne durera pas éternellement, parce que même le véhicule électrique va être remis en cause si la crise énergétique perdure. Ce que tu me dis là, c'est juste une incise, mais tu parles de l'aluminium, etc. On parlait il y a quelques jours des fonderies. Tu te dis quand même, un certain nombre d'industriels, on peut se le dire, Bruno, se sont endormis à l'ombre des grands groupes, se sont pas remis en question. On est d'accord. Et ce que tu dis sur l'aluminium, ce que tu dis sur les métaux, etc., normalement, l'ensemble des fonderies des Vosges qui vivent un désastre industriel ne devraient pas le vivre. Alors, on est effectivement dans des métiers qui sont très fortement impactés parce que le basculement du véhicule thermique vers l'électrique, ça remet en cause totalement leur modèle d'affaires. Ça ne pouvait pas s'anticiper ? Peut-être, mais il faut se mettre à leur place. C'est très compliqué de basculer, de pivoter sur des métiers où là, il y a la double peine, parce que non seulement il n'y a plus de commandes, mais en plus c'est des électro-intensifs, ces gens-là. Donc très difficile. Moi je leur jetterai pas la pierre, honnêtement, et c'est d'ailleurs au grand groupe, parce que quand on n'a que 2 clients, le client a une responsabilité aussi dans la visibilité, dans la stratégie, de vous donner des perspectives et de travailler en commun sur un basculement. Donc je serai un peu plus nuancé sur les fondeurs qui sont franchement un métier très difficile. CVAE, donc cette fameuse CVAE. Oui, alors justement, quand on subit la crise actuelle, mais la moindre des choses, c'est de nous débarrasser du parasite CVAE, de cette sorte de sensu sur la valeur ajoutée. Mais alors raconte, parce que j'ai lu là encore sur ton compte Twitter, visiblement pour toi, il est particulièrement pervers. Mais il est pervers, c'est un symbole terrible. Mais c'est un symbole terrible de l'incompréhension. Ça n'existe qu'en France d'ailleurs, ce qui est très symbolique. Donc c'est l'ancienne taxe professionnelle, la CVAE. C'est même l'ancienne patente, en fait. Si on cherche
les origines de tout ça, c'est la patente. C'est un impôt qui date de la Révolution, qui a été réformé dans les années début du XXe siècle et qui s'est transformé en taxe professionnelle. On taxait les machines. On a dit que c'était l'impôt le plus bête au monde. C'est Chirac qui avait dit ça, et il avait raison. Et au lieu de taxer les machines, on a taxé la valeur ajoutée. Il se trouve que c'est la même chose, puisque les machines sont là pour faire de la valeur ajoutée. Donc l'industrie paye 2 fois plus que la moyenne des entreprises. Le secteur exposé est plus sollicité que le secteur abrité, si on peut l'appeler ainsi. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Et au-delà des 9 milliards, c'est un symbole de l'incompréhension et du poids politique très faible de l'industrie. Vous n'entendez pas d'industriels dans le débat public parce que les grands industriels, ils ont leur business model qui est déjà mondialisé. C'est finalement un détail ce qui se passe en France. Et puis, ils sont toujours caricaturés, c'est toujours les méchants. Donc, ils ont renoncé à intervenir dans le débat public. Les petits ne sont pas audibles. Et du coup, on détruit l'industrie, c'est un symbole. C'est pas la CVAE qui explique la désindustrialisation, mais c'est un symbole du poids politique faible de l'industrie, de son incapacité à se faire entendre. Et finalement, tout le monde l'aime, l'industrie, mais personne n'y travaille. Et c'est une sorte d'effet de mode aujourd'hui, il faut quand même le dire. C'est ceux qui la connaissent pas qui l'encensent, l'industrie. En pratique, c'est un métier très difficile, c'est un métier très compétitif, un métier de long terme. C'est un métier dans lequel il y a peu de jeunes qui veulent aller. Et donc, finalement, la réalité aujourd'hui française, c'est que la compétitivité de l'industrie n'intéresse pas grand monde. Et cette CVAE en forme de symbole, parce que au regard des enjeux qu'on a définis tout à l'heure, ça n'est que 8 milliards, le prend pas mal. Non, mais ça justement. n'est que 8 milliards. Mais dont 25% pour l'industrie. Ouais, c'est quand même 2 milliards. Et pour toi, c'est un coup au plexus, quoi. En plus, c'est ça. Mais bien sûr, puisque on dit que ça va mal. C'est un diagnostic partagé. Ça commence à se savoir. Les Échos ont fait leur une là-dessus. Le premier des trucs, c'est qu'on dégage les 2 milliards sur l'industrie que personne n'a sur le dos. Ouais. C'est quand même la moindre des politesses, je dirais. Ouais. Si vraiment on s'intéresse à l'industrie. Ils vont me dire en face, l'histoire, Monsieur Grandjean, c'est que là, on va essayer au maximum de compenser votre facture d'énergie et on est à l'euro près. Ah oui, mais alors... Et attention, il ne faut pas caricaturer cette phrase parce que la pression, enfin, on a vu ce qui s'est passé avec le UK, ça a pu démarrer très très vite. Donc l'idée qu'ils disent qu'il est à l'euro près, peut-être qu'il faut le dire. Oui, mais alors, comparer la France à la Grande-Bretagne, non, c'est pas ce que je veux dire. En termes de modèle fiscal... C'est qu'ils préfèrent compenser ta facture d'énergie. Mais c'est très clair. L'État préfère prendre 100, vous rendre 10, 20, 30 et que vous disiez merci. Ça, c'est l'étatisme, parce qu'il faut les deux. Il faut supprimer la CVAE et il faut trouver des moyens que les électro-intensifs et même l'ensemble de l'industrie bénéficient de conditions relativement compétitives pour l'énergie. Donc il faut les deux. C'est pas l'un contre l'autre. Ça, c'est les vases communicants, c'est le gâteau qu'on découpe, c'est toujours cette image simpliste. Mais de toute façon, la CVE l'a supprimée. Déjà, il y en a 25% qui revient automatiquement en impôt société. Donc, c'est pas un geste aussi fort que ça. En plus. On l'a bien vu, la première tranche d'impôt qui a baissé, ça a généré plus de revenus finalement que c'est la courbe de l'affaire dans la partie favorable, on va dire, aux finances publiques. Donc, il faut les deux. Il faut les deux. Et derrière, c'est le modèle français que l'on a derrière la fiscalité. C'est bien plus que les milliards. C'est-à-dire qu'on préfère produire des revenus stables à des collectivités locales, quitte à lentement détruire l'industrie. C'est ce choix qui a été fait. D'ailleurs, ça a été explicité. Il y a eu un rapport sur les impôts de production. Il disait clairement, quand la taxe professionnelle a été supprimée, on nous a demandé de trouver un moyen de produire des revenus stables pour les collectivités locales. Or, s'il y a bien un truc qui n'est pas stable, c'est bien l'industrie, très cyclique. Et donc, on a créé finalement une nouvelle taxe professionnelle, l'impôt le plus imbécile au monde, est resté en place jusqu'à aujourd'hui. Tu as, peut-être que tu l'as pas lu, mais il est très intéressant, la note du Conseil d'analyse économique sur la productivité. Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu avec qui est quand même 10 ans de politique de l'offre, tu vois. Mais si, c'est quand même 10 ans de politique de l'offre depuis le CICE, oui, alors, et tu arrives à des baisses de productivité quand même. Alors, deux remarques. C'est pas tout à fait 10 ans de politique de l'offre, parce que entre les annonces et les réalités, il y a un phénomène d'hystérésis, on pourrait dire, dans lequel les politiques sont très forts. 2012, quand on a le rapport Gallois et le CICE, l'impact pour la plupart des entreprises industrielles, c'est 3 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que c'était un crédit d'impôt que vous pouviez toucher uniquement au bout de 3 ans. C'est vrai. Première chose. Donc, on va très vite dire la politique de l'offre ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est les 10 milliards d'impôts de production. Ça n'a joué qu'en 2022.
Donc, tout ça, c'est un effet retard. Donc, première remarque. Et puis, deuxième remarque, là où je vous suis complètement, il est clair que le carburant de l'industrie, c'est pas que l'énergie, c'est la matière grise. Et qu'aujourd'hui, cette baisse de productivité, cette baisse du niveau, c'est le problème essentiel. C'est le problème essentiel. C'est au cœur de cette désindustrialisation. C'est le grand problème français qui vient d'une baisse du niveau, mais aussi d'une baisse de la motivation de toutes les équipes. C'est l'économiste Patrick Artus qui martèle très régulièrement que notre principal déficit commercial, il est moins avec la Chine qu'avec l'Allemagne et l'Italie. C'est clair, c'est là qu'on pêche, et l'argent magique a fait beaucoup de mal. On sort de la crise du Covid, finalement affaibli, avec des équipes moins mobilisées, moins motivées. Finalement, rester à la maison, ça payait autant que de travailler, donc c'est un mauvais signal. Tu le sens chez toi, je veux pas... Alors, c'est toujours compliqué, mais tu sens, toi, aujourd'hui... Alors d'abord, difficulté de recrutement pour l'industrie, tu en as dit un mot, mais elles sont réelles. Ça, c'est clair. Peu de jeunes se tournent vers l'industrie. C'est vu comme finalement une sorte de punition, notamment la production. Ça n'a pas changé, ça. Ah non, être sur une machine, c'est toujours une punition. C'est terrible, terrible. On a des postes ouverts depuis des mois et on ne trouve pas. On est obligé de vraiment aller faire tout un boulot de communication au collège, au lycée, et ça va finir par payer. Mais il y a un tel problème de stéréotypes, notamment chez les enseignants, ce qui est un peu logique, parce que l'industrie, ça a été de l'aliénation et de l'exploitation, ça a été très difficile. Mais cette image d'Épinal, elle reste au sein notamment de l'éducation nationale. Donc beaucoup de mal à convaincre les jeunes d'aller dans nos usines. Un vrai sujet, mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème de motivation. Les formidables initiatives que vous avez lancées, que France Industrie a essayé de lancer, l'usine du futur, mais c'est un problème culturel. Ça ne fait pas évoluer les mentalités. Tout doucement, mais c'est un problème culturel très grave. Et d'ailleurs, parfois, il y a eu aussi des maladresses. Quand on explique que les usines, c'est fantastique, quand vous avez des urbains qui ont leurs enfants, qui vont aller faire des carrières totalement déconnectées de l'industrie, mais qu'on fait des prises de parole là-dessus qui sont parfois excessives. C'est pas Alice au pays des merveilles, l'industrie. C'est de la rigueur, c'est du travail en équipe, c'est de l'apprentissage long, c'est pas non plus simple. Ça démarre à 7h30 dans une usine. Hein. Donc, je beaucoup de maladresses. Il y a eu des espèces d'envolées lyriques autour de l'industrie à un moment qui ont faussé le discours. C'est là, on est totalement contre-productif quand on fait ça. Il faut expliquer la réalité qui n'est pas blanche ou noire, qui est plus complexe de l'industrie. Donc un vrai problème de communication. Et d'ailleurs, où sont les organisations professionnelles ? Où sont les leaders, les chefs d'entreprise pour s'impliquer ? On a un vrai problème interne dans l'industrie. J'en sais rien. De prise de parole. Il y a France Industrie, il y a l'UIMM, il y a etc. Je vous laisse juger. Ils ne parlent pas. Moi, en tout cas, je ne les vois pas ou peu. En phase avec ce qui se passe au sein, je vais jouer les poujadistes de service. Vas-y. Mais les petits patrons de PME de province, dont je fais un petit peu partie, on ne voit pas, on n'entend pas relayer ce qui est notre quotidien. Parce que là aussi, l'UIMM, c'est une très belle institution avec en région des formidables équipes, mais c'est aussi une bureaucratie parisienne, une sorte d'annexe de ministère du Travail qui nous fait des conventions collectives très complexes et qui finalement participent à ces difficultés de compétitivité qu'on a. Hein. Vous entendez souvent énormément de chefs d'entreprise caricaturer les fonctionnaires en disant ils n'ont pas de jour de carence, ils se mettent toujours en arrêt maladie. C'est vrai que dans l'industrie, il n'y a pas de jour de carence non plus. La convention collective de l'UMM. Donc, il y a plein de domaines où, finalement, on râle beaucoup, mais en pratique, dans nos organisations professionnelles, cette révolution culturelle, ce besoin de retourner sur le terrain, de retrouver une vraie sincérité, c'est un peu perdu. Les grandes entreprises industrielles, celles qui, finalement, donnent le là, elles ont depuis longtemps changé leur centre de gravité. Il n'est plus en France. Donc, finalement, ce qui s'y passe n'est plus un centre d'intérêt. Tu sais, on va finir avec ça, remarque, Olivia Grégoire a donné une interview aux Échos il y a quelques jours, que j'avais, je ne vais pas dire tourné en ridicule, mais enfin que je brocardais un petit peu, où elle disait « Nous voulons 500 ETI en plus et l'essentiel du boulot a été fait puisqu'on a commencé à baisser les impôts de production, on a lissé les effets de seuil, on relance l'apprentissage. Il faut maintenant, disait-elle, et en fait elle a peut-être raison, je t'entends là, elle a peut-être raison,
s'occuper de l'environnement mental des chefs d'entreprise. Elle disait, je veux soulager. Elle disait, le premier sujet pour moi, c'est de soulager. Donc elle pensait simplification, des choses comme ça. L'environnement mental des chefs d'entreprise. En fait, elle a raison, Bruno. Oui. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle entend par environnement mental. Charge mentale. Son terme exact, c'est charge mentale. Déjà, moi, quand j'entends un politique qui crée des ETI, oui, mais alors, justement... qu'on nous fouche la paix, en fait, c'est ça le vrai sujet, c'est qu'on arrête de nous aider, qu'on arrête de nous accompagner. Et quand j'entends, parce que Bruno Le Maire avait fait la même chose il y a 3 ans, il veut des ETI, des gens qui veulent des ETI, ils ont un désir d'ETI, vous savez, comme un désir. Le Mittelstand, j'ai un désir d'ETI, mais ça se passe pas comme ça. La politique n'a rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi on crée des ETI? Parce qu'il y a des gens dont je fais partie qui se passionnent pour un sujet, qui montent une équipe, qui développent, qui partent à l'exportation, qui partent à l'abordage et qui y croient, parce qu'il y a une forme de mystique, parce qu'il y a quelque chose... Parce qu'en Allemagne, un patron exportateur qui a un bureau d'études et qui crée un produit, mais c'est un champion, c'est un modèle. En France, c'est quoi le modèle? C'est celui qui réussit en politique, c'est celui qui devient ministre. Il y a une erreur de valeur, il y a un problème de valeur derrière tout ça. Il y a un problème de fausses valeurs. Les véritables valeurs, en Allemagne, on comprend que quelqu'un, et sur Bismart on le comprend aussi, que quelqu'un qui développe une activité, moi j'ai multiplié par 6 le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle je suis, et j'en suis fier, et j'y passe toute mon énergie. Donc il y a un problème d'allocation de ressources. Finalement, il faut que les gens qui ont des capacités, ils aillent à la bagarre, ils aillent dans ces entreprises. Et c'est là qu'est le problème, je pense, français. Merci Bruno. Bruno Grandjean, donc le président du directoire de Redex, était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Vincent Maillet. Salut Vincent, le Bonjour, directeur Stéphane. général d'Avas Commerce. Je le disais en sommaire, Vincent, le chiffre qui m'a scotché. 95% des professionnels du commerce en Chine considèrent que métaverse et crypto sont des sujets structurants pour leur activité. 95%. Ouais. Il faut que tu élabores un peu plus que ouais. Non, mais après, donc... Et alors, non, j'ajoute, 40% des Français jugent que c'est un effet de mode. Ouais. Qui a raison? Bah, les deux. Non, la Chine, c'est impressionnant. C'est quand même l'endroit où se développent des marketplaces qui sont absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas éviter le e-commerce en Chine, y compris dans l'alimentaire. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous êtes obligé, vous regardez d'ailleurs les marques de luxe qui freinent à aller sur les marketplaces en Europe et en Occident globalement, ne peuvent pas ne pas aller sur les marketplaces en Chine. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est un pays où quasiment pas la totalité, mais une énorme proportion de la population est passée directement au mobile, avec une avidité totale pour tout ce qui se passe à l'intérieur de ces marketplaces. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de frénésie de la consommation. C'est-à-dire que la Chine, c'est un pays en voie de développement et puis un pays mature par certains aspects. Oui. Et c'est un pays en voie de développement, c'est-à-dire que les gens découvrent finalement la consommation. Aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui. Et puis, il y a une relation à la technologie qui est sans frein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas RGPD, ils considèrent que donner leurs données, ou en tout cas partager leurs data, le Parti communiste a tout déjà, donc oui, ça donc rien en fait, il n'y a aucun frein. Oui. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, pour moi, la distribution se réinvente en Chine, pas en Occident. C'est ce qu'on voit là. Ni aux États-Unis, ni voilà, c'est pas l'Europe ou voilà, c'est le retail aujourd'hui, ça monte en Chine. Et donc, est-ce que tu dis quoi aux retailers français? Tu dis les gars, bougez-vous, ou alors ouais, il y a un moment que je dis qu'il faut se bouger. C'est un peu, bah oui. Mais enfin, ce truc de métaverse là, enfin qu'on voit, on va pas faire le sujet sur le métaverse, mais on voit la Facebook faire des pubs en ce moment. Je trouve un peu pathétique sur un chirurgien va répéter ses gestes comme s'il avait besoin du métaverse pour faire ça. Enfin, tout ce qu'on voit en démo, même Carrefour, on a vu une démo de Carrefour, mais ils auraient mieux fait de la cacher cette démo. C'est de la 2D Atari des années 80. Je suis très. Je vais vous donner un exemple chiffré en fait, parce qu'il y a là, au mois de pour préparer justement, parce qu'on a un partenariat avec la Paris Retail Week, donc pour préparer l'étude qu'on a menée, cette étude mondiale, on a appelé nous nos correspondants, notamment en Chine. Donc le directeur des stratégies en Chine que j'ai eu assez longuement au téléphone en disant bon, est-ce que tu peux nous citer 2-3 exemples? On lui a demandé d'ailleurs de shooter, de faire une vidéo. Il m'expliquait par exemple qu'il y a un mannequin 3D qui est totalement dans la réalité virtuelle. Elle n'existe pas, cette mannequin, d'accord? Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de followers.
C'est-à-dire le quotidien de ce mannequin 3D dédié aux marques de luxe, à l'univers de premium, etc., qui n'existe pas. Qui se balade comme une influenceuse, qui fait des rencontres, etc. Qui est une influenceuse totalement virtuelle. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de Chinois. Mais quand on dit suivi, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y a 3 millions de Chinois qui vont sur son compte, qui suivent ce qu'elle dit, ce qu'elle poste, ce qu'elle raconte, etc., etc. Donc en fait, ils sont totalement... Et après, le sujet des métaverses, en fait. Le sujet des métaverses, c'est sûr que là, du jour au lendemain, en France, on arrive dans les métaverses, on se dit, bon, ok, à quoi ça sert, machin. En Chine, quand vous avez un taux de pénétration d'usage des marketplaces comme Alibaba, comme Tmall, Tmall Pavillon Luxury, comme Taobao, qui sont des... Je veux dire, il faut savoir que Taobao, c'est 1 milliard de clients, 1 milliard de Chinois qui suivent Taobao. On a dépassé... Enfin, je veux dire, c'est juste monstrueux. Ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Taobao, c'est l'équivalent du Bon Coin, hein, quelque part. C'est à la fois B2B et C2C. C'est-à-dire, vous avez le Chinois qui décide de vendre des choses voilà, un peu par lui-même, et puis les petites entreprises, les TPE, qui aussi vendent ça. Donc Taobao, c'est un espèce de rouleau à compresseur qui est absolument incroyable. Mais le développement des marketplaces demain va passer par les métaverses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'intérieur d'un environnement qui est aujourd'hui un environnement 2D, hein, qui sont, voilà, vous regardez sur votre ordinateur, une page un peu chiante, en blanc, etc. Bon, les Chinois, eux, ils ont tendance à enrichir tout ça. Il suffit d'aller regarder un peu comment ils font. Et le prolongement de ça demain, c'est de faire entrer les clients dans des univers totalement 3D, une espèce de reproduction du monde en 3D, et dans lesquels ils vont évoluer avec un avatar, machin, etc. Et les Chinois adorent ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand AliExpress est arrivé en France, moi j'allais toutes les semaines sur l'appli et je regardais comment ça se passait. Je me disais, waouh, ça pique les yeux, il y en a partout, il y a des fonctionnalités dans tous les sens. On comprenait rien. On comprenait rien, il y avait des jetons. T'avais des spams dans tous les sens. C'était d'une sophistication, mais même d'une complication absolument incroyable. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et on le voit d'ailleurs. AliExpress, dans le trajet qu'a fait AliExpress pour l'Europe, aujourd'hui, ils sont revenus à un modèle plutôt Amazon, c'est-à-dire des fonds blancs, on laisse l'œil un peu naviguer tranquille, on ne l'agresse pas, il n'y a pas des pop-up qui sortent dans tous les sens, etc. Et en fait, c'est la Chine. En fait, ils adorent ce qui est sophistiqué. Quand je suis allé à Shanghai il y a 2-3 ans, et je suis allé rencontrer les gens d'Alibaba, et j'ai rencontré des gens de Carrefour. Et le patron de Carrefour me racontait que du jour au lendemain, il y a deux gros monstres qui se battent, c'est Alipay et WeChat, en fait, qui sont les applis de paiement. Deux grosses applis, même du Super App, elles sont plus que du paiement. Super App. Alipay venant du paiement et agrégeant des fonctionnalités sociales, WeChat venant du social et agrégeant des solutions de paiement. Et en fait, il m'expliquait que WeChat avait développé, pour le Nouvel An chinois, je crois que c'est ça, vous savez, les petites enveloppes rouges qui sont donnés sous forme d'étrennes à votre concierge, vos amis, vos cousins, vos proches, etc., etc. Et en fait, ils avaient développé cette appli, une petite appli à l'intérieur de WeChat, cette petite enveloppe rouge qui, avec un algorithme, permettait de distribuer de l'argent en fonction de l'intensité de la relation que vous aviez avec chacun. Cette appli, elle est sortie, elle a fait 300 000 utilisateurs quasiment 15 jours. Donc en fait... Oui, mais c'est la Chine, quoi. 300 000, je ne suis pas impressionné. Non, mais... Oui, mais... Tu viens de me parler de 3 millions pour un mannequin, d'1 milliard pour Taobao. Ce que je veux dire, c'est qu'une fonctionnalité qui est... Alors, c'est sûr, qui est une fonctionnalité sur une enveloppe ancestrale, machin, etc. OK, mais vous savez, 300 000, ça n'existe pas en Europe. 300 000 comme ça, une nouvelle fonctionnalité qui fait 300 000, ça n'existe pas. Donc, en fait, on est dans une autre dimension qui est très, très loin de l'Europe et de l'Occident. Ouais, c'est passionnant. Bah alors, l'Europe et l'Occident, elle vit au rythme de l'inflation, prix, promotion, avantage client. Oui, la Chine aussi. La Chine aussi. Oui, mais là, c'est retour vers le futur, en fait. C'est. Ouais, mais bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est violent. Non, mais on revient. C'est le bon vieux commerce de papa qui retrouve l'ensemble de sa force. Bien sûr. Promo. Bien sûr, les marques propres sont en train de revenir très fort. Bien sûr, on fait des économies un peu là où on peut, et puis on trouve des solutions. Ça va être promo, ça va être des activations, ça va être des donc, opérations activation, spéciales. C'est des opérations à l'intérieur des magasins pour proposer des choses. Voilà, il se passe des choses, quoi. Des choses qui soient intéressantes pour le pouvoir d'achat. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les distributeurs ont pris la mesure du phénomène. C'est-à-dire que ça, je le vois, y compris en France et globalement en Europe, en Chine, partout. On voit que tous les distributeurs ont compris qu'il fallait trouver des solutions pour leurs clients et ils en cherchent tous. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions et donc faire en sorte que le pouvoir d'achat soit le moins abîmé possible. Et ça, on en avait déjà parlé ensemble au moment du Covid, mais c'est une forme de revanche de la grande distribution aussi. Je voyais là, ça m'avait échappé, mais polémique autour du relèvement du seuil du ticket restaurant. Tu te dis, mais c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ça va partir à la grande distribution, en fait, disent les restaurateurs. C'est vrai, c'est pas faux.
Pas faux, il y a beaucoup de gens qui utilisent les tickets resto aujourd'hui pour se nourrir, c'est sûr. Oui, mais plus en fait le panier est élevé, plus il profite à la grande distribution. Tu pourrais penser que c'est un petit peu le contraire quand même l'idée, mais oui, en fait non. Oui, mais non. Mais en fait non. Non. Et donc revanche de la grande distribution sur... Revanche, alors je sais pas si c'est revanche, parce que j'aime pas le mot revanche, hein, pardon de dire ça, mais je crois pas que ce soit le revanche. Je pense qu'ils cherchent des solutions, et comme toujours... Mais parce qu'elle est toujours accusée de tous les maux, la grande distribution. Ouais, c'est pour ça que je dis revanche, moi, à chaque fois. à la fois, il ne faut pas perdre de vue que pendant le confinement, on était très inquiets de ne plus avoir de papier toilette. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Ils ont assuré... Mais dès que tu as un problème, tu flingues la grande distribution, donc en France aujourd'hui. Oui, mais ça, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont un pouvoir qui est certes important. Je pense qu'ils sont très conscients et très matures dans leur attitude. Et je pense qu'étant en prise directe avec les consos, ils essaient de trouver des solutions très en amont, y compris des solutions qui sont des solutions pour rassurer les gens et éviter que le stress prenne le pas sur une vision positive et rassurante des choses. Donc je pense qu'ils font leur boulot. Après, ils sont dans une situation qui n'est pas si compliquée aujourd'hui, hein, puisque il y a une inflation naturelle parce que les industriels répercutent des hausses de prix. Et alors, ils ont raison de faire le bras de fer avec les industriels. S'ils veulent préserver le consommateur, ils sont un peu obligés de voir si effectivement toutes les hausses qui sont demandées sont des hausses avérées, justifiées ou pas. Ouais. Donc c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans les solutions, moi ça m'a marqué, c'est on voit un retour des marques de distribution. C'est-à-dire ils pensent changer leur gamme de produits, faire évoluer leur gamme de produits pour répondre en fait aux besoins des clients. Quel était le terme que j'ai vu dans ton étude, une discountisation. Discountisation du. Discountisation, voilà. Désolé. Mais non, mais apprenez les mots nouveaux sur Bismart, ça me va bien. Mais non, discountisation. Bien sûr, parce que les modèles aujourd'hui, en gros, ce qui est intéressant, c'est que nous, on leur a posé dans la question dans cette étude de se projeter en disant quels sont les modèles de distribution qui sont les plus pertinents aujourd'hui dans la période. Et en fait, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les Alibaba, Amazon, etc. Et puis les discount natives, c'est-à-dire des gens comme Walmart, des gens comme Lidl, qui s'engagent sur le prix et se sont toujours battus sur le prix. Et on le voit d'ailleurs, Walmart qui a fait un profit warning au mois de juin aux États-Unis en disant avec l'inflation on va perdre, on ne pourra pas tenir le résultat, etc. On levait le profit warning pendant l'été. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont pauvres, en tout cas qui ont un pouvoir d'achat limité, ont continué à venir chez Walmart. Les riches, donc les gens à plus de $100 000 de salaire annuel, en fait, commencent à venir chez Walmart. Donc en fait, ils sont en train, mais c'est notre schizophrénie générale, c'est destructeur de valeur. Enfin, on l'a vu, on espérait en sortir avec les fameuses lois sur la grande distribution, l'interdiction des promotions, blablabla, j'ai déjà oublié le nom, Egalim 1, Egalim 2, il n'y aura pas d'Egalim 3. L'Egalim 3, c'est le retour de la promo en force. Oui, voilà. en tout cas des prix bas. Egalim, je ne sais pas si ça va être... parce que le temps tourne très vite, Quick Commerce. On est en train, là, dès que j'ouvre un journal, on m'annonce la mort du quick commerce. Oui. L'ensemble de ceux qui promettent de distribuer en 10 minutes. C'est une très bonne question, merci de me la poser. Je t'en prie. En fait, le quick commerce, c'est un pur sophisme. C'est-à-dire que la démonstration est juste, mais le postulat est faux. C'est-à-dire que nos acteurs du quick commerce ont créé des dark shops dans les centres-villes, dans les grandes villes, en se disant c'est là qu'on va conquérir du client. Et en gros, moi j'ai un camarade qui s'appelle Xavier Guyon, France Pub en fait, qui est une filiale du groupe Havas, qui fait les études de zone de chalandise en fait en France. Et en fait, il va vous faire la démonstration assez simplement que les consommateurs de e-commerce, ceux qui se font livrer, ne sont pas dans les centres-villes. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui consomment le e-commerce, le canal e-commerce, sont plutôt en périphérie, et c'est des familles avec enfants, c'est-à-dire des gens où le monsieur travaille, madame travaille. Voilà, qui n'ont vraiment pas le temps. Ils n'ont pas le temps, voilà. Et en fait, ils utilisent le canal e-commerce vraiment comme une solution pour se faciliter la vie. Les gens qui vivent en centre-ville, et on l'a vu au moment du confinement d'ailleurs, quand vous m'aviez reçu, 65% des franciliens expliquaient que la fermeture des magasins était cassée finalement le mode de vie parisien. C'est-à-dire le mode de vie parisien, pour 65% des Parisiens, est quand même largement relié, corrélé au fait de descendre en ville, de voir des magasins, de marcher et de donc en fait, il te reste juste une toute petite niche pour un tube de maillot que tu as oublié. Et donc vous avez quelques actifs qui commandent de temps en temps, effectivement, mais le gros des Parisiens, finalement, adore descendre et préfère descendre dans la rue, aller faire ses courses que se faire livrer. Je t'aime beaucoup, Vincent, mais j'ai du mal à croire, je vais le dire très franchement, j'ai du mal à croire qu'on ait levé des centaines de millions sur une erreur aussi grossière.
Mais c'est possible. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que Easy money makes stupid decisions. alors, je veux pas dire que c'est statistiquement prouvé parce que c'est pas le cas. Mais nous, par exemple, donc avec Xavier Guyon, on avait créé un indice qui s'appelle l'indice de pénétration du commerce local pour justement valider ce point, c'est-à-dire montrer et démontrer aux distributeurs comme aux logisticiens, aux livreurs, enfin les gens qui livrent, etc. Personne nous a acheté l'étude et personne n'a voulu nous voir. Pourtant, ça fait un moment que Xavier Guyon explique que les acheteurs du commerce sont pas dans les centres-villes. Et ça, c'est chiffré. Hein. Allez, on termine. Tous les ans. 2 minutes. Oui. Alors j'ai appelé ça parce que j'ai appelé ça le commerce face au choc, mais choc du climat, c'est-à-dire c'est un chiffre intéressant. 20% des professionnels du commerce jugent que la consommation de leurs clients est un acte bien plus militant qu'avant. Oui. Donc là, il se passe vraiment Bien quelque sûr. chose. Oui, ça commence. Après tout ce qu'on vient de dire, hein, après malgré la bataille des prix, malgré Oui. tout ça, etc. Mais ça commence, bien Ça sûr. commence. Mais enfin 20%, c'est Ah non, mais significatif. c'est bien sûr. Ben, vous avez après, c'est toujours pareil. Vous avez la Chine et le reste du monde. L'Occident, c'est un peu différent. L'Amérique latine aussi. Et Donc alors ça- parlons de chez nous, parlons de l'Europe, parlons de la Ah non, France. mais en Europe, c'est là où c'est le plus puissant en fait. C'est là où on sent qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer, qui est extrêmement forte. Et donc, y compris dans l'acte de consommer, bien sûr. Et ça, c'est un trend important. Et Alors, tu c'est un conseillerais trend. aux commerçants d'investir là-dessus. Jusqu'ici, ce qu'on disait, c'est que entre le consommateur et le citoyen, c'est le consommateur qui gagnait. Oui. Que, bon, voilà. Donc la conscience écologique, jusqu'ici, on en parlait, mais on ne voyait pas vraiment dans les faits. Là, ça commence à bouger. Dans quelle proportion on va voir, mais ça commence à bouger. J'ai oublié un truc important. Non, c'était bien comme ça. Parfait. Vincent Maillet qui nous accompagnait sur Bismarck. Merci de votre accueil. On repart avec Yann Gaël Amgar. Bonjour, Bonjour. Yann Gaël, directeur général de l'URSSAF. Je l'ai faite la plaisanterie, je l'ai faite en sommaire pour pas la refaire, mais j'ai quand même envie de la refaire. Je l'ai pas entendu. Si vous avez un doute pour écrire URSSAF, vous commencez avec URSS et puis vous êtes Exactement, pas très loin. ça marche. Bon moyen Ça faisait rire mon invité. Bon moyen mnémotechnique. Parce que c'est vrai qu'on a toujours un doute. En même temps, on n'écrit pas souvent à l'URSSAF. Voilà. Donc, rentrons dans le dur, parce que c'est très intéressant votre position aujourd'hui. On peut dire que l'URSSAF a soutenu, à bras tendus, une grande partie de l'économie française depuis maintenant 2 ans, une grande partie des entreprises françaises depuis 2 ans. Et là, c'est l'heure d'essayer de récupérer un petit peu ce que les entreprises vous doivent. Est-ce que vous avez un chiffre, Yann, j'en sais rien, hein, mais combien aujourd'hui les entreprises françaises, dans leur globalité, doivent-elles à l'URSSAF ? Alors peut-être d'abord justement faire un petit retour arrière sur pourquoi on en est là. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été très mobilisés dans le soutien en urgence pendant la crise, avec des reports de cotisations qui ont été très rapides, en quelques jours, en mi-mars 2020, et très massifs. C'est-à-dire que dès le 15 mars, le confinement, hein, ça commence le 16 mars, mais dès le 15 mars 2020, toutes les entreprises de moins de 50 salariés ont pu reporter leurs cotisations sociales et tout de suite, ça représentait 3 à 4 milliards. Et on a continué ce soutien pour les entreprises comme pour les indépendants tout au long de la crise économique, de la crise sanitaire, avec non seulement les reports de cotisations, mais aussi des exonérations, mais aussi des aides financières directes versées aux travailleurs indépendants pour compenser en fait leur perte de revenus. Jusqu'à fin 2021, c'est 23 milliards de cotisations des employeurs comme des indépendants qui avaient été reportés. Alors, bien entendu, la crise sanitaire, c'est fini, mais l'idée, c'était pas d'arrêter tout de suite le soutien aux entreprises, de leur demander de tout de suite régler. Et donc, pour cela, on est passé, je dirais, d'un soutien en urgence à un accompagnement dans la durée. Alors, comment on l'a fait concrètement ? On a mis en place un dispositif qui n'avait jamais existé auparavant, c'est ce qu'on appelait les plans d'appurement. Alors, pourquoi c'est nouveau le plan d'appurement ? Alors déjà parce que c'est l'URSSAF qui prend l'initiative. Oui. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que l'entrepreneur indépendant aille demander son délai à l'URSSAF. Là, c'est l'URSSAF qui prend l'initiative de proposer un plan à l'entrepreneur ou l'indépendant. En plus, ce plan, il est personnalisé. C'est-à-dire que plus la dette de l'entreprise est importante, plus on lui donne du temps. Ce plan, il peut être long. Mais attends, personnalisé, c'est le premier point qui m'intéresse. Vous avez une visibilité sur la profitabilité de l'entreprise qui a une dette vis-à-vis de vous ? Non. Alors, ce qu'on connaît, c'est la dette de l'entreprise. Et donc, vous connaissez la dette de l'entreprise vis-à-vis des URSSAF, mais pas sa capacité à payer, voilà, non, pour le non, dire. on n'a pas de vision, Voilà. c'est pas Big Brother. Mais on connaît sa dette rapportée à sa masse salariale, par exemple. C'est vrai. Et donc, plus la dette était importante, plus on a proposé des délais longs. Ces délais peuvent être longs. On peut aller jusqu'à 3 ans, voire 5 ans
pour les entreprises les plus touchées par la crise. Alors, on peut aller, ça veut pas dire Et ça, sans aucune pénalité. C'est pas comme le PGE, c'est-à-dire sans aucune pénalité particulière. Non, tout à fait. Effectivement, sur tous ces dettes accumulées pendant la crise, pas de majoration, pas de pénalité, bien entendu. C'était l'engagement qui a été pris et qui est respecté. Et puis, autre nouveauté, c'est que ce plan qu'on propose, il est négociable. C'est-à-dire que les entreprises pouvaient demander quelque chose de plus court, plus long, plus progressif, plus flat. Alors la plupart finalement ont accepté ce qu'on leur a proposé, ça leur allait très bien. Et ce dispositif, il est quand même massif. C'est 1,7 million de travailleurs indépendants qui ont reçu un plan. 650 000 employeurs, c'est massif, c'était du jamais vu. Et ces dispositifs, ils marchent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des entreprises ou des indépendants à qui on a proposé ces plans le respectent et par ailleurs payent leurs échéances courantes. Tout à fait. Donc c'est un dispositif qui marche très bien. Pour vous donner une idée, comme je l'ai dit, il y a un an, on avait 23 milliards de dettes accumulées pendant cette période 2020-2021. Aujourd'hui, on est à moins de 16 milliards. Quand même encore. Oui, mais ça veut dire quand même que ça a bien diminué. Donc c'est quoi cette phase-là où ce plan d'appurement, c'est quoi ça fait un an à peu près que c'est de mi-2021 à mi-2022 Ça a été très progressif. En fait, on a commencé à en proposer au cours de l'année 2021. D'accord. Mais c'est l'année 2022. En fait, on a fini de les proposer seulement en juin 2022, les derniers. Alors pourquoi on a étalé ? Parce que, bien entendu, on tenait compte aussi un peu des allers-retours aussi de la crise sanitaire. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des reconfinements, c'était pas le moment d'envoyer des échéanciers aux entrepreneurs. Dans les DOM, la crise a duré plus longtemps, donc on a attendu aussi un peu plus longtemps pour proposer des plans. Et donc c'est seulement en juin dernier qu'on a fini de proposer ces plans. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand même, presque la moitié de ce qu'on avait proposé dans le cadre de ces plans a été remboursé. Donc c'est un dispositif qui marche. Alors après, aujourd'hui, la question c'est comment on traite ceux qui ne rentrent pas dans un retour du paiement normal. Très bonne question. Première chose, d'abord, pourquoi on fait ça ? Je veux dire, il y a 3 ans, j'aurais dit l'URSSAF faire du recouvrement, on m'aurait dit so what, ce n'est pas un scoop. C'est notre métier de faire du recouvrement. Oui, c'est ça. Et pourquoi on le fait ? Il faut le faire. Il faut le faire. Alors déjà parce qu'il faut financer le modèle social. Et puis pour rétablir une situation de concurrence à peu près équilibrée. Exactement. On est d'accord. Et ça, nous, côté URSSAF, on est très attentifs, que ce soit sur le recouvrement, mais aussi sur le contrôle et la lutte contre la fraude, à cette question de la saine concurrence entre les entreprises, pour éviter que celles qui respectent les règles du jeu, qui payent, soient pénalisées par rapport à celles qui échappent au prélèvement. Bon. Alors, on a décidé qu'on reprenait à la rentrée, justement, ce recouvrement. Donc septembre, là. Septembre, là, en ce moment, on a déjà commencé. Alors pourquoi on en reprend maintenant ? Parce qu'on a quand même beaucoup d'indicateurs qui laissent penser qu'on est quand même revenu à une situation beaucoup plus saine. Alors, effectivement, on entend beaucoup d'éléments inquiétants sur la conjoncture internationale, sur le prix de l'énergie. Mais aujourd'hui, nous, dans les chiffres qu'on voit, et pourtant, je sais qu'on en voit des chiffres, on voit beaucoup de signaux positifs. Les embauches, les cartes d'embauche, c'est nous qui les recevons. Elles sont 10-15% au-dessus de ce qu'elles étaient avant le Covid. La masse salariale continue à progresser. L'emploi continue à progresser. Et même les impayés, justement, des entreprises continuent à diminuer. Pour vous donner un chiffre, sur août 2022, à la fin du mois d'août, on était à 2% d'impayés. En août 2019, on était à 1,6%. Donc, on n'est pas tout à fait revenu à avant, ce qui est normal, parce qu'en même temps, on n'a pas repris le recouvrement, mais on n'est pas si loin que ça, finalement, la situation. Donc, on considère qu'on a une situation qui est plutôt saine et qui permet de reprendre le recouvrement. Alors après, je vous ai vu finalement dire, on y va tranquillement. Et effectivement, j'aime bien ce terme, parce que alors, on y va progressivement. Ça veut dire que on prend personne en traître, déjà. Ça veut dire qu'avant de passer à une procédure de recouvrement, on informe tout le monde. On a envoyé, dès le mois de juin-juillet, des relevés de dette pour dire, voilà ce que vous avez accumulé comme ardoise vis-à-vis de l'URSSAF. D'ailleurs, certains, ça a suffi à les faire réagir et à régler. Et puis, là, en septembre, on a envoyé des relances amiables. Voilà. Vous avez toujours une dette vis-à-vis de l'URSSAF. On vous invite à la régler. Et on vous a fait forme que si ce n'est pas le cas, on passera à des procédures de recouvrement. Ce qui finalement n'est jamais que la vie normale telle qu'elle existait avant la crise. Encore une fois, nous on insiste à chaque fois sur le fait qu'on prévient les gens. Yann Gaël Amghar, il manque... je sais, d'ailleurs, tiens, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calcul-là que j'ai vu ?
à peu près 40 000 faillites d'entreprises. Ce qui a des conséquences, on a dit un mot sur la concurrence, mais l'Institut Sapiens disait récemment, ça a des conséquences aussi sur de la rétention de main-d'œuvre. Problème qui manque, aujourd'hui il manque de la main-d'œuvre pour la production, et tu as des entreprises plus ou moins zombies qui font de la rétention de main-d'œuvre. Donc le sujet à un moment, effectivement, c'est qu'il faut passer à l'acte. C'est quoi aujourd'hui, dans les procédures des tribunaux de commerce, je crois que c'est 60%, c'est du recouvrement URSSAF à peu près. C'est le dernier truc qu'on ne paye pas, quoi. Avant la crise, c'était 30%, un tiers des procédures collectives qui étaient d'origine URSSAF. Alors autant dire que là, pendant la crise, on a complètement arrêté. Sauf situation pathologique. Mais ça va peut-être vous surprendre. Moi, je suis là pour vous entendre dire, il faut y aller maintenant. Ah non, mais on va reprendre. Ouais, on va reprendre, bien entendu. Alors, encore une fois, nous, notre but... Enfin, on est toujours sur cet équilibre entre ne pas tuer l'emploi, ne pas tuer l'instrument économique. Et donc, c'est pour ça que quand on reprend le recouvrement, on cherche au maximum à donner les chances à une solution amiable. Et donc, moi, le message que je passe aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est si vous recevez une urgence de l'URSSAF, contactez-nous pour trouver un accord d'étalement. Moi, j'ai encore pas faire l'autruche. Exactement. C'est exactement le message le plus important. De toute façon, vous savez, soit l'entreprise, elle le contacte, elle trouve un accord avec nous, ça se passe bien. Mais le pire à faire, c'est de faire l'autruche. Moi, j'ai en tête une situation qu'on a traitée la semaine dernière. C'était une petite entreprise de boulangerie en Bourgogne qui avait un peu fait l'autruche. En répondant pas ou en nous proposant des délais qui n'étaient pas raisonnables. On n'était pas loin de se retrouver devant le tribunal. Et puis, au dernier moment, voilà, on s'est mis autour de la table et on a trouvé un accord. Voilà, on a l'étalement sur 2 ans. Et c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Mais après, c'est sûr qu'effectivement, comme vous le dites, l'autre point important, c'est de ne pas laisser en activité des entreprises qui, de toute façon, ne sont pas viables et qui retiennent à la fois de la main-d'œuvre, mais aussi du chiffre d'affaires pour des entreprises qui sont viables. C'est le jeu économique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les organisations patronales sont en soutien de cette reprise du recouvrement. Bon, donc, on se retrouve sur cet élément, mais pendant que vous parliez, pardon, mais je pensais aux banques centrales. Vous savez, la fenêtre pour remonter les taux d'intérêt entre 2 catastrophes. Et c'est-à-dire que là, effectivement, si vous perdez trop de temps, vous allez vous retrouver avec un soutien nécessaire du fait, alors cette fois-ci de la crise de l'énergie, de la guerre en Ukraine, d'un été incroyable en termes de catastrophes naturelles, etc. Et donc, à un moment, est-ce que c'est une nouvelle méthode de gestion finalement pour l'URSSAF que de prendre en compte les éléments extérieurs au maximum et de faire comme ça, régulièrement, des plans particuliers d'apurement de la dette sociale? Alors, je dirais que l'URSSAF, c'est comme dans notre ADN d'être aux côtés des entreprises. Mais c'est vrai que la crise... Disons que l'ADN, à ce moment-là, c'est bien renforcé pendant la crise Covid. C'était clairement l'occasion de transformation, mais comme pour beaucoup d'entreprises... Dont les agents devaient être ravis, d'ailleurs. Exactement, parce que c'est un vrai changement de posture et qui permet d'instaurer une autre relation d'entreprise. Et d'ailleurs, nous, on se dit qu'il y a des outils qu'on a conçus pendant la crise, qu'on a intérêt à utiliser dans la durée, parce que ce plan d'appurement, c'est comme une solution assez intelligente. Vous avez des exemples là d'outils, ça m'intéresse. Le plan d'appurement, c'est-à-dire le fait de ne pas attendre forcément que l'entreprise vienne vers nous pour demander un délai, mais de proposer nous-mêmes. Dans certaines situations où précisément l'entrepreneur ne sait pas trop, n'ose pas trop, est un peu dans l'évitement, au moins on lui propose quelque chose et ça permet de ramorcer le dialogue à notre initiative. Alors effectivement, de toute façon, on est depuis 2 ans et demi dans une période, dans un monde plus incertain. Et donc, on s'est installé, je dirais, dans un pilotage fin de notre politique en fonction de l'actualité. Pendant la crise sanitaire, nous-mêmes, on a un peu dû débrayer, réembrayer, redébrayer en fonction des aléas de la crise sanitaire. Et depuis, on sait effectivement remettre en place des dispositifs plus ciblés lorsque c'est nécessaire. Vous avez mentionné les incendies ou les intempéries cet été. On a su mettre en place des mesures beaucoup plus calibrées, beaucoup plus ciblées, mais des mesures très très souples pour accompagner. Et donc, sur l'avenir, oui, effectivement, on saura ajuster en fonction, bien entendu... Ça, c'est le fruit d'une transfo digitale à l'intérieur des URSSAF? C'est le fruit d'une transformation culturelle plus globalement. Alors, le digital est un appui, bien entendu, mais vous savez, l'innovation, ça s'appuie sur la technologie, mais je crois qu'à peu près toutes les personnes qui font de l'innovation dans le plus privé comme dans le public vous disent que ça ne peut pas être que de la tech. C'est clairement, à la base, une transformation culturelle. On est d'accord. Et je me souviens, il y a quelques années, on avait parlé ensemble du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est un changement de la loi, mais c'est surtout une transformation culturelle impulsée chez les agents pour passer d'une posture un peu régalienne, parce que c'est vrai qu'on a un service public régalien, voilà, on a le droit de contrôler, on a le droit de recouvrer, mais ça n'empêche pas
d'avoir une relation de confiance et un peu plus horizontale avec l'usager. Est-ce qu'il y a dans votre esprit quand même, donc cette colossale machine URSSAF, l'idée, et on est en période budgétaire, on parle sans arrêt du back-office de la dépense publique qui pomperait trop de ressources par rapport au front office dont on a tous besoin, nous, et vous venez de décrire à quel point il peut être efficace. Est-ce qu'il y a là des économies à faire, Yann Amghar, sur l'appareil d'État et sur l'appareil de perception de l'ensemble de cette dette sociale? Alors, vous savez, pour vous donner un indicateur, le coût de gestion de l'URSSAF, pour 100 € collectés, l'URSSAF coûte 24 centimes. Le back-office coûte 24 centimes. Donc c'est extrêmement peu. Voilà. Alors après, ça veut pas J'avoue dire... que le chiffre m'impressionne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, et qu'on cherche Ouais, toujours effectivement, à optimiser. Alors, on cherche beaucoup à optimiser, notamment en rationalisant, en concentrant un certain nombre de gestions. Et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement de regroupement de la collecte des prélèvements sociaux autour de l'URSSAF. Il y a 10 ans, on a repris, par exemple, la collecte des cotisations chômage, qui était avant assurée par les ACDIC. Voilà, on considère que ça a été une économie d'environ 1000 postes dans le secteur public. Là, vous allez le faire pour l'Agir Carco, c'est ça? Retraite Exactement, complémentaire en 2 étapes. En 2023 pour, on va dire, les grandes entreprises, plus de 250 salariés, et 2024 pour l'ensemble des entreprises. C'est à la fois d'abord une simplification. Ouais, mais enfin bon, c'est un autre sujet, mais simplification, nationalisation, c'est un peu ça le sujet aussi. C'est-à-dire, je comprends moi les partenaires sociaux qui voient quand même quelque chose d'important dont ils avaient le contrôle et qui leur échappe. Vous savez, je pense qu'il faut distinguer ce qui relève, je dirais, du rôle des partenaires sociaux sur le pilotage du régime. Oui, oui. Et puis la pure perception technique, voilà. Le recouvrement, c'est quelque chose d'opérationnel. Vous êtes plus efficace. Nous, on est un opérateur opérationnel, et ça ne change rien, bien entendu. Par ailleurs, le ministre a rappelé, les partenaires sociaux restent aux commandes du régime, les réserves restent la propriété du régime, et on ne fusionne pas les régimes. Nous, on est là pour mettre en œuvre une mesure qui va simplifier la vie des entreprises, parce qu'encore une fois, typiquement sur le sujet des délais de paiement. Pendant la crise, une entreprise qui voulait faire des reports de cotisation, elle devait discuter avec l'URSSAF, avec l'Agir Carco. Nous, on a fait nos plans. L'Agir Carco a dû faire des choses, mais tout ça n'était pas coordonné. Et puis derrière, effectivement, c'est des gains en gestion. On estime qu'en gros, c'est 600, 800 postes économisés. C'est des gains aussi en performance du recouvrement, parce que on a un recouvrement qui est meilleur que la plupart des organismes. Voilà. L'Agir Carco, c'est quand même 80 milliards. Donc, si on économise ne serait-ce qu'un demi-point, bien sûr, c'est on améliore d'autant le recouvrement. Et pareil pour la lutte contre le travail dissimulé. Aujourd'hui, il n'y a pas de lutte travail dissimulé côté Agir Carco. Le jour où on reprend, ça veut dire qu'on étend la lutte contre la fraude aussi aux cotisations en retraite complémentaire, au bénéfice du régime de retraite et aussi des droits des salariés. D'ailleurs, vous en avez fait la démonstration, ça avait été il y a quelques années une grande affaire quand vous avez absorbé le RSI, donc le régime social des indépendants. Et je me souviens, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la catastrophe que ça allait représenter. Bon, force est de constater, là, il se trouve que je peux le constater moi-même, que ça s'est remarquablement bien passé, quoi. Ça s'est très bien passé, alors qu'effectivement, comme vous le dites, à l'époque, on était très inquiets. Et je pense même que, très sincèrement, tout ce qu'on a fait pendant la crise, en termes de, justement, suspension des prélèvements quand c'était le coup dur de la crise sanitaire, d'aide financière accordée aux indépendants, je pense qu'on n'aurait pas été capable de le réaliser dans l'organisation antérieure où il y avait un bout côté RSI, un bout côté URSSAF. Je suis d'accord. Donc, ça montre que ces réformes, si elles sont bien conduites avec méthode, peuvent fonctionner, peuvent apporter du plus pour la collectivité, et par ailleurs, sans mettre en cause, là aussi, le rôle des gestionnaires. Parce que côté artisans, commerçants, côté indépendant, il y a toujours un régime de retraite qui a ses propres réserves, bien sûr, qui n'est pas remis en cause. Enfin, ça, on verra. Qui n'est pas remis en cause pour l'instant. Non, mais voilà. Clairement, garde son autonomie pour gérer. Et voilà, il faut séparer ce qui relève du politique. Et après, voilà, c'est le rôle des partenaires sociaux d'avoir une vigilance politique, même si le gouvernement a donné des assurances très fortes sur le sujet. Et puis, ce qui concerne, je dirais, une réforme opérationnelle qui apporte du service très pragmatique aux entreprises. Donc, il nous reste à peine une minute. Finalement, le grand sujet pour vous, c'est ce que vous appelez vous-même d'ailleurs une approche sur mesure. Tout à fait.
Et ça, vous pensez que c'est dans nos relations mutuelles, hein, quelque chose qui ne changera pas, quoi. Il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Au contraire, il faut continuer à aller plus loin. Il faut continuer à aller plus loin. Faire plus, par exemple, pour ceux qui en ont plus besoin. Ouais. Par exemple, on développe des offres pour les créateurs, parce qu'on sait que le créateur d'entreprise, celui qui fait sa première embauche, les premières déclarations, c'est celui qui est le plus, en général, en difficulté par rapport à tout cela. Ouais. Et donc, il a besoin d'un accompagnement hyper intensif, d'avoir un interlocuteur dédié avec un nom, un prénom, qui puisse contacter lorsqu'il ne comprend pas, qui puisse avoir éventuellement des séances un peu de coaching ou des séances d'aide à l'accomplissement de ces démarches, parce qu'on sait que Vous ça savez, a besoin. un truc idiot, mais votre calculateur de coût total Oui. du salaire, Oui. c'est remarquable. Ça doit sans doute pas être le truc le plus compliqué à faire, mais Mais par contre, Oui, effectivement, mais c'est très remarquable. utile. Et surtout, et c'est là où je vous donne raison, c'est sourcé, c'est chez vous. C'est-à-dire que t'en vois tellement partout et tu te dis oui, mais est-ce que tu as vraiment tout pris en compte? Là, c'est l'URSSAF. C'est pas un rescrit, mais presque, quoi. Voilà. Oui, On effectivement, prend c'est ça un au côté sérieux. rassurant. Exactement. Et nous, notre rôle, effectivement, c'est d'apporter de la sécurité à l'entrepreneur. Ouais, ouais. Parce qu'on sait que c'est déjà tellement compliqué et parfois peut-être anxiogène de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale que nous, notre rôle, c'est d'apporter de la tranquillité. Bon, formidable. Ben, on leur a dit 2 fois d'ailleurs là, hein, soulager la charge mentale. C'est Olivier Grégoire qui a dit ça récemment là. Il faut absolument soulager la charge mentale des entrepreneurs Dans cette approche. dans cette approche. Merci Yann Gaël Amgar, donc le Merci à directeur général de l'URSSAF, était notre invité sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.